Mère ou la mutation de la mort, chapitre 2, un corps sans mémoire. Le 22 août 68, nous avons reçu une petite note de mère. Nous ne l'avions pas vue depuis le 10 août. Le cœur lâche. Le pouls est plus que fantaisiste. Elle était apparue tout de même à son balcon, là-haut, comme à la dunette d'un grand navire, le jour du 15 août, anniversaire de Sri Aurobindo. Elle était tout enveloppée dans sa cape d'argent, si pâle. Elle est restée 5 minutes debout. Il y avait 2 aides derrière pour l'empêcher de tomber. Et puis cette foule en bas. Alors, nous nous sommes souvenus de la petite histoire de la reine Élisabeth, la première, qui s'arrachait à son lit de mort malgré les protestations des médecins pour recevoir une délégation de marchands. On meurt après. C'est Mère qui nous l'avait raconté, et c'est exactement Mère. Ce petit billet du 22 août, il est très typique. Voici des soupes, tu dois avoir faim. Et il y avait des paquets de potage en poudre. Cette fois, c'est vraiment intéressant, mais un peu total et radical. Et comme on est loin, loin du but, j'essaierai de me souvenir. On meurt, peut-être, mais c'est très intéressant. Un sujet d'étude. Mère aurait fait une parfaite physicienne, mais après tout, c'était de la physique nouvelle. Et puis, n'oublie pas de manger. Elle qui n'arrivait même plus à manger. L'horrible chose, c'était en effet un peu total et radical. Elle était assise dans un fauteuil très bas, en bois de rose, qui sera désormais son siège jusqu'au bout, faisant face à l'ouest, toujours vers Sri Aurobindo sous le grand flamboyant. Il y avait un petit coussin sous ses pieds chaussés de tabis. Le fauteuil était tapissé de jaune pâle, en soie de Bangalore. On sentait le muguet de mai, son parfum préféré, venu tout droit de Provence. Le pouvoir de la pureté, disait-elle. Elle était étrangement diaphane. Sa voix surtout avait beaucoup changé. On aurait dit de plus en plus une voix d'enfant. Nous n'avions jamais pensé qu'elle pût mourir. En fait, nous n'avons jamais pensé qu'elle pouvait mourir. La violence du choc, c'était seulement l'accélération du processus. On comprime 10 ans en 8 jours. Il faut faire vite, tu comprends. Et ils pensent tous que c'est la fin. Non, non, nous écrions-nous, non, on a tous la foi que c'est vraiment l'ultime possibilité et que cela ne peut pas ne pas bien marcher. Ils comprennent, ils savent que c'est du travail qui se fait. Ah, bien. Et elle riait sans en croire un mot.
une opération radicale. La répétition exacte du tournant de 1962, mais en plus total et définitif. Le mental et le vital envoyés en promenade pour que le physique soit laissé à ses propres moyens. Et elle nous montrait un bout de note illisible griffonné au crayon, c'est-à-dire l'expérience du corps pur, tout seul. Si tu veux, en apparence, j'étais devenu imbécile, je ne savais rien. Elle ne voyait plus, n'entendait plus, ne savait plus rien faire, même plus se mouvoir. L'oubli de tout. Et pourtant, quelque chose qui faisait que ça bougeait encore, agissait encore, coordonnait encore, parlait encore avec une intelligence cristalline, mais très particulière. Elle nous a parlé jusqu'au bout, et ses balbutiements étaient comme des gouttes de lumière pure, et parfois foudroyants de puissance. C'est ce quelque chose qui était à l'étude. Ce qui reste quand on a tout enlevé. Le corps pur. Et plus un atome de force vitale, un corps presque impotent, alors qu'il y avait ces torrents de puissance écrasante autour d'elle. Une étonnante contradiction. Mais ces 5 dernières années sont pleines de contradictions fulgurantes. Fulgurantes parce que, dans cet impossible paradoxe vivant qu'elle était de plus en plus, on croyait saisir parfois quelque chose de si nouveau que c'était presque incroyable. Comme si la terre lâchait sous les pieds, mais pas dans un trou vide, dans une merveille. Oui, incroyable, il n'y a pas d'autre mot. Plus de mental, plus de force vitale. Elle ne les retrouvera jamais. C'était parti pour toujours. Mais elle bougera très bien, se remettra à marcher, à écrire, à recevoir 100 à 200 personnes par jour. Elle prendra même un tableau d'occultiste pour réapprendre à voir à notre manière et fera des exercices de lecture tous les jours. Une volonté indomptable. Mais c'était une autre loi. C'était quelque chose d'autre. Une autre possibilité qui, sourdement, invisiblement, mais irrésistiblement, grandissait dans ce corps complètement annulé. Et qui ne pouvait grandir que parce que tout était annulé. L'enfer. 5 années d'enfer. Vraiment, c'est un enfer. Il n'y a que cette possibilité qui fait que ce n'est pas un enfer. C'est parce que derrière cet enfer, il y a cette possibilité
qui est vivante, réelle, existante, que l'on peut toucher, dans laquelle on peut vivre. Autrement, c'est infernal. N'est-ce pas? Chez les hommes ordinaires, on a l'impression que tous les états d'être, réflexes, sentiments, instincts, pensées, idéal, etc., ont été battus ensemble, tu sais, comme quand on fait une mayonnaise. Tous les états comme cela, bien mélangés dans une grande confusion. Alors, naturellement, l'horrible chose est supportée à cause de tout le reste qui est là-dedans. Mais si on sépare, on enlève les sentiments, la pensée, les automatismes, les mémoires et, tout naturellement, tous les idéaux possibles, tous les goûts, toutes les fabrications mentales de A à Z, depuis le bas jusqu'en haut. Reste l'horrible chose, entre guillemets. Mère sera dans l'horrible chose, pure jusqu'au bout. Un être nouveau, cela se fait avec des cellules décodées, sans code mental, sans code vital, sans code matériel. Et qu'est-ce qui peut sortir de là, de cet horrible rien-là? Un état impossible, un état tout à fait invivable. Mais cela ne pouvait être que parce que c'était invivable. De la matière pure, pourrait-on dire. Et par-dessus le marché, de la matière universelle. Plus un atome de rempart contre la marée du monde, les pensées du monde, les réactions du monde, les maladies du monde. On entendait parfois ces petits gémissements d'enfants jusque dans la cour de l'ashram. Ça faisait mal au cœur. Et elle s'excusait. On voit et on entend cette clameur de protestation, de misère, de souffrance. C'est une clameur sur toute la terre. Et ça leur fait un peu honte à ces cellules. Et alors, je passe que presque des journées et des nuits entières dans le silence, mais à voir. Il n'y avait plus de pensée, plus rien, seulement des images. Un immense cinéma vivant tout le temps, un écran, un autre écran, dans lequel elle entrait toute vive, ici, là, partout, pour vivre cet appel au secours, cette maladie, cet assassinat, cette méchanceté, cette petitesse. Tout était vivant vécu. Un bain de douleur, la douleur du monde. Et alors, il n'y a pas la sensation ni la perception d'une individualité séparée, et il y a d'innombrables expériences par douzaines, montrant que c'est l'identification ou l'unité
l'unification avec les autres corps qui fait qu'on sent la misère de celui-ci, la misère de celui-là, la misère. Mais tout est sa misère. C'est-à-dire que ce n'est pas une plainte égoïste. On aurait dit qu'elle s'excusait. Puis elle regardait toute cette terre devant elle ou en elle. Il y a une perception très claire et spontanée qu'il est impossible d'extraire un petit morceau du tout et d'en faire quelque chose d'harmonieux quand tout ne l'est pas. Mais pourquoi ? Ce physique est vraiment un mystère. Je comprends les gens qui ont dit « il faut l'abolir, c'est un mensonge ». Et pourtant, ce n'est pas vrai, ce n'est pas un mensonge, c'est quoi ? Dire une déformation, cela ne signifie rien. Par exemple, quand on me rapporte que quelqu'un est malade, au moins plus de 99 fois sur 100, j'ai déjà éprouvé la chose. Je l'ai déjà éprouvé comme faisant partie de mon être physique. Un être physique immense, n'est-ce pas ? Immense et sans forme précise. Alors, et nous disions à Mère, eh bien, cela veut dire qu'il faut que la conscience du tout change. C'est toujours le même problème. Quand tout l'ensemble aura progressé, changé de conscience, le fait matériel pourrait devenir différent. Cela paraît comme cela. Il n'y a pas moyen d'échapper, de diviser cela. L'individualité est seulement un moyen d'action pour la transformation du tout. Je comprends qu'ils aient dit qu'il fallait s'évader. Cela exige une telle transformation. C'est presque une éternité de temps. On ne peut pas transformer un sans transformer tout, insistions-nous. C'est-à-dire que un accélère la transformation du tout. Oui, c'est cela. Et elle ajoutait, comme après réflexion, il est de toute évidence que si ce n'était pas insupportable, cela ne changerait jamais. Et si c'est insupportable, eh bien, vraiment cela vous donne envie de vous sauver. Mais c'est impossible, n'est-ce pas ? C'est leur sottise de croire que l'on peut sortir de ça. Ce n'est pas possible, ça retarde le résultat. Elle a vécu dans ce pas possible grandissant, comme si elle était au cœur même du pilonnage du monde. On ne peut pas sortir de là. Il n'y a pas d'autre côté et tout est toujours à recommencer, douloureusement recommencer, Christ après Christ. Mais quelque chose peut sortir de là, par la vertu même de cette impossibilité.
On ne sort pas de l'évolution, jamais, de n'importe quel côté qu'on soit vivant ou prétendu mort. Mais on sort un nouvel être des décombres de la vieille matière. C'est tout. C'est la seule possibilité. Et qui dira que ce sont nos fameux chromosomes qui peuvent inventer un nouvel être? Les chromosomes de qui? De notre fatras atavique? D'une loterie de fous? Pour la première fois sur la Terre, peut-être, ou en tout cas sur la Terre des hommes, nous étions en présence d'un phénomène de matière agglomérée à la façon humaine et sans aucune de ses mémoires génétiques, sauf la grande mémoire vivante vécue de la douleur humaine. L'horrible chose, pure. Et là-dedans, sous la pression de cette douleur, quelque chose vraiment intéressant, concluait-elle. Et elle riait chaque fois qu'elle pouvait, parce que le rire, c'est la meilleure des routes de la mort. Un nouveau mental. Il y avait encore d'autres petites notes griffonnées au crayon dans ces nuits d'août 68 pour essayer de se souvenir. Toujours, dans ces grands tournants ou ces difficultés, même quand elle ne pouvait pas nous voir, Mère tournait son phare vers nous, se rappelait de nous, comme si elle connaissait d'avance cette heure de séparation où il faudrait jeter un pont fragile sur l'inconnu et tenter de joindre la terre d'hier à la terre de demain. Ces petites lignes brisées, chevauchées, disaient encore, pendant plusieurs heures, les paysages étaient merveilleux, d'une harmonie parfaite, vision constante. Chaque chose avec une raison, un but précis, pour exprimer des états de conscience, pas mentalisés. Paysage, construction, ville, le tout immense et très varié, couvrant tout le champ visuel. Pendant plusieurs heures, les paysages étaient merveilleux, d'une harmonie parfaite, vision constante. Chaque chose avec une raison, un but précis, pour exprimer des états de conscience pas mentalisés. Paysage, construction, ville, le tout immense et très varié, couvrant tout le champ visuel et traduisant des états de conscience du corps. Beaucoup de construction, des villes immenses en construction. Oui, le monde qui se construit,
le monde futur qui se construit. Je n'entendais plus, je ne voyais plus, je ne parlais plus. Je vivais là-dedans tout le temps, tout le temps, tout le temps, nuit et jour. Un corps sans mental et sans vital. Il n'y avait que ses perceptions. Il vivait dans ses états d'âme. Il y avait les états d'âme des autres, les états d'âme de la terre, les états d'âme, des états d'âme qui se traduisaient par des images. Dans cette matière pure, annulée, inconcevable pour nous, car elle ne serait même pas comme la matière d'un nourrisson, il n'y avait plus que la douleur du monde et des images. C'était le seul instrument de perception, mais pas des images vues, des images vécues. Cette perception d'état d'âme, il y avait des choses, des merveilles. Aucune conception mentale ne peut être aussi merveilleuse. Aucune. J'ai passé par des moments. Tout ce qu'on peut sentir, voir humainement, n'est rien en comparaison de cela. J'ai eu des heures les plus merveilleuses, je crois les plus merveilleuses qu'on puisse avoir sur terre, mais sans penser, sans penser. Et c'était des images physiques, matérielles, pas des visions. La vraie terre. Peut-être ne savons-nous pas à quel point la terre est belle. Mère disait bien une vision plus efficace, plus complète. Mais ce n'est pas vu comme vu un tableau, c'est être dedans, être dans un certain endroit. Je n'ai jamais rien vu ou senti de si beau que cela. Et ce n'était pas senti, c'était... Je ne sais pas comment expliquer. Il y a eu des moments absolument merveilleux, uniques. Et ce n'était pas pensé. Je ne pouvais même pas décrire. Comment décrire? On ne peut commencer à décrire que quand on commence à penser. Et c'est peut-être cela le nouvel instrument du nouvel être, le prochain instrument. On ne pense plus les choses, on les vit. Chaque chose déroule son propre paysage complet qui explique tout. Mère essayait de dire le fonctionnement du nouvel être. Le mental et le vital ont été des instruments pour triturer la matière, triturer de toutes les façons, éveiller cette matière à sa propre conscience enfouie. Le vital par les sensations, le mental par les pensées, mais ils me font l'effet d'instruments passagers qui seront remplacés par d'autres états de conscience. C'est une phase du développement universel et ils tomberont
comme des instruments qui ne sont plus utiles. C'est l'atrophie évolutive des vieux membres inutiles. Et mère désignait une autre note. L'état de conscience du corps et la qualité de son activité dépend du ou des individus avec lesquels il se trouve. Ah, cela, c'était très intéressant. C'était très intéressant parce que je voyais et ça changeait. Quelqu'un s'approchait de moi, ça changeait. Il arrivait quelque chose à quelqu'un, ça changeait. À chaque minute, le paysage de chaque individu, les assistants, ceux qui servaient mère, changeait, disait, exprimait ce qui se passait automatiquement, avec toutes les profondeurs, les couleurs, les décors, les ramifications proches ou lointaines dans le moindre détail. Toutes nos pensées du monde et tous nos yeux réels, entre guillemets, sont comme des photographies plates d'une réalité terrestre insoupçonnable. Et alors, la moindre chose qui changeait dans leur conscience, oh, voilà tout qui se mettait à changer. C'était une espèce de kaléidoscope perpétuel, jour et nuit. S'il y avait eu un moyen de noter tout cela, c'était unique. Les yeux de la matière. Et le corps était là-dedans, n'est-ce pas? Presque poreux, sans résistance, comme si la chose passait au travers. Il n'y a plus de barrière, c'est la conscience instantanée, exacte partout, merveilleuse et douloureuse. Une merveille et un enfer simultanés, comme l'endroit et l'envers de la terre vécus ensemble. Une même terre et un corps poreux. Qu'est-ce qui peut bien se passer dans un corps pareil? Comment ça peut vivre, fonctionner, s'organiser? Oui, c'était peut-être comme un nouveau nourrisson sur la terre. Mais il faut manger de la vieille manière, se sustenter de la vieille manière, écouter et vivre les stupidités de la vieille manière, la douleur de la vieille manière, garder un contact cohérent avec le vieux monde, habiter un vieux corps au fond duquel commençait à balbutier quelque chose. Quelque chose qui serait comme la formation d'un nouveau corps. Et c'est là où nous commençons à toucher à un phénomène très concret, pratique, qui, dans sa simplicité presque insignifiante, est pourtant le plus grand tournant terrestre depuis l'apparition du premier protozoaire. Une nouvelle forme de vie. C'est l'expérience qui va se dévoiler peu à peu, sans qu'on se rende très bien compte tout d'abord de ce que c'est, tant c'est insignifiant. Le petit protozoaire était-il si signifiant dans sa mare?
le corps, les cellules du corps voudraient avoir le contact avec l'être vrai sans avoir à passer par le vital, ni même par le mental. C'est cela qui se passe. Et tout d'un coup, Mère s'est rappelée. Ah, je me suis aperçu que les cellules, partout comme cela, tout le temps, répétaient le mantra Om Namo Bhagavate, Om Namo Bhagavate, tout le temps, tout le temps. Et Om Namo Bhagavate se répète spontanément et automatiquement dans une sorte de paix floue. C'était la dernière petite note griffonnée. Un corps, un nouveau corps, une matière cellulaire éveillée, consciente, toute fraîche au monde, qui n'a plus de loi, plus de code, qui tâtonne dans une grande conscience et qui répète le mantra, qui se rebâtit une nouvelle façon d'être, une façon, ça veut dire une forme. Peut-on imaginer un bébé qui pousse dans un vieux corps, là, à la racine cellulaire? Quelque chose qui ne fabrique plus des enzymes et des catastrophes, quelque chose d'absolument décodé, non codé, et qui a la puissance constructrice d'une jeune pousse. A-t-on vu une jeune pousse sortir de la terre gelée? Cloc, la terre craque. Quelque chose d'impensable, mais c'est un fait. Pendant 5 ans, nous allons voir le fait se dérouler douloureusement, paradoxalement. La vieille terre, elle craque, n'est-ce pas? Les vieilles forces ne sont plus là. Le vieux tyran, mais commode, coordinateur mental de toute cette substance, n'est plus là. Et qu'est-ce qu'il y a? Comment ça fait un corps qui n'a plus de loi pour se tenir debout? Un corps poreux. Qu'est-ce qu'elles vont fabriquer, ces cellules pures, vierges? Or, c'est là où quelque chose de très simple, mais aux conséquences incalculables, formidables peut-être, a commencé à se former dans la matière. Un nouveau mental. Un mental du corps, des cellules. Quelque chose qui commençait à s'organiser, sillonner cette matière en répétant le mantra. Mais des sillons qui ne formeraient plus une cage, qui ne se refermeraient plus sur eux-mêmes, ne s'encroûteraient plus dans une molécule d'acide aminé. Quelque chose qui correspondrait à ce temps vertical où chaque chose se déroule neuve à chaque seconde, sans trace, sans empreinte, sans mémoire, et pourtant comme une mémoire de l'avenir, pourrait-on dire avec Sri Aurobindo. Une mémoire en avant et non plus en arrière. Plus un petit grenier qui accumule grain après grain et grandit et vous communique de plus en plus sa poussée accumulée, stéréotypée. Une tirée, non, une poussée. La grande
tiré de l'avenir à chaque seconde. Un mental qui serait exactement l'inverse du mental physique et qui prendrait sa place, qui commençait à prendre sa place dans le corps de mère. Au lieu de cette petite trépidation mortelle qui est comme un affolement sous la ruée de la vie et qui cherche à s'enclore, se barricader et en même temps à se munir, entasser des aliments qu'elle ne peut plus cueillir à la grande coulée de la vie, figer tous les mouvements dans un cadre invariable et invulnérable, dormir et encore dormir pour copier la paix de la pierre, mourir pour en finir une fois pour toutes de ce labeur, un mental trépidant qui est seulement un tissu de répétitions et d'habitudes coagulées, qui a fini même par coaguler la matière dans une certaine forme d'être, comme si c'était lui, le vecteur et le propulseur, l'agent vrai de la coagulation de la matière dans une certaine forme, le support même ou la vibration profonde de chaque molécule d'ADN ou chaque acide aminé, une autre vibration prend sa place. Au lieu du vieux mantra maléfique du mental physique qui répète et répète sa rengaine mortelle, un nouveau mantra de la matière, un nouvel agent coagulateur de la matière. Nous disons que ce sont les molécules de protéines qui donnent la forme des corps. Une girafe, une souris, un homme. Mais c'est la traduction superficielle, extérieure, l'enrobement matériel d'une certaine qualité vibratoire. Si la vibration change, le type de coagulation ou de matérialisation change. Si le mental physique qui réunit ou perpétue ce mode vibratoire change, toute l'organisation de la matière doit changer. C'est le phénomène qui s'est produit dans le corps de mère. Des cellules qui répètent spontanément le mantra. Un nouveau mental dans la matière ou de la matière qui est comme une nouvelle force de propulsion et l'agent d'un nouveau type de corps sur la Terre qui ne sera pas nécessairement coagulé à la vieille manière. Ce n'est pas une nouvelle façon de penser qui se forme dans la matière, c'est une nouvelle façon d'être de la matière. C'est l'embryon de la nouvelle espèce. C'est la clé de la transformation du corps. Pendant 10 ans, de 1958 à 1968, elle avait travaillé à traverser la trame, purifier les cellules de leurs vieux enregistrements, cet envoûtement du mental physique. Et maintenant, c'était l'œuvre, la construction d'un nouveau type de corps dans la matière.